Bonjour à tous. Je m'appelle Tristane Banon, je suis auteure, romancière, essayiste, nouvelliste, scénariste. En 1988, j'ai 9 ans, il est à peu près 6 ou 7 heures du matin, et je cours réveiller ma mère qui dort encore dans son lit. C'est normal à cette heure-là. La raison pour laquelle je veux la réveiller, c'est que depuis 6 heures du matin, je suis devant les dessins animés de la 5 de Berlusconi, que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu. Et les programmes ont été interrompus par un flash spécial qui annonçait la fin de la guerre Iran-Irak. Alors ici, il faut que je dise que ma mère est née à Téhéran et que son père, mon grand-père, était un ingénieur iranien qui a quitté le pays au moment de la chute du Shah. La France, ce n'est pas n'importe quel choix. Il y avait des pays beaucoup plus intéressants financièrement. Il y avait des pays plus simples. Mais la France, vue d'Iran, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la laïcité. Tout ce qui n'existe pas en Iran. Alors très tôt, très jeune, même si je n'ai jamais vu le pays de cette partie de mon arbre généalogique, très tôt pour moi, ces mots, cette devise française, a voulu dire quelque chose. Et j'ai toujours eu ça ancré très profond en moi, ce désir de liberté, cette nécessité, cette pulsion presque à la défendre. Très tôt, j'ai commencé à écrire sur cette liberté-là, sur cette possibilité de la revendiquer, cette chance extraordinaire que nous avons dans ce pays de pouvoir revendiquer la liberté, d'avoir la liberté d'expression, la liberté de dire. En 2000, Marjane Satrapi sort Persépolis. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Persépolis, c'est cette bande dessinée en 4 tomes, c'est le premier tome qui sort en 2000, qui raconte son histoire, l'histoire d'une petite Iranienne qui va fuir le régime des mollahs après la chute du Shah. Je dois à Marjane Satrapi de ne plus avoir eu honte de mes origines, de ne plus avoir eu honte d'être iranienne. Et je lui dois autre chose, capitale quand on devient auteur, c'est d'avoir compris comment la petite histoire, sa petite histoire personnelle, peut renseigner sur la grande histoire, sur ce que nous vivons tous. Comment raconter notre présent peut renseigner sur la société qui nous entoure. Alors très tôt, dans mes romans sous forme de fiction, dans des essais, dans des nouvelles même qui étaient souvent tirées d'actualité, j'ai voulu raconter les problématiques du monde qui m'entourait, j'ai voulu raconter une réalité, j'ai voulu raconter ce qui se passait autour de moi et qui m'était fondamentalement contemporain. J'écris aujourd'hui sur le féminisme qui est le mien, le féminisme universaliste, qui doit énormément à Simone de Beauvoir et à Elisabeth Badinter aussi. Et puis il y a la laïcité. Cette laïcité dont je vous parlais, cette laïcité qui est la pierre angulaire de mon logiciel intérieur. Elisabeth Badinter répète souvent qu'il n'y a pas de féminisme possible sans une bonne part de laïcité. Les conversations que j'avais enfant avec mon grand-père sur le régime des mollahs en Iran, là-bas, l'observation du monde qui nous entoure, de la révolution en cours aujourd'hui, alors que nous sommes en train de nous parler, l'observation de ce qui se passe en France, avec la montée des intégrismes, même si on refuse de la voir, m'ont convaincu qu'Elisabeth Badinter a raison. Alors, j'ancre les mots, je les écris, à travers toutes les possibilités qui me sont offertes, pour qu'on puisse en parler. J'écris des livres qui sont faits pour être parlés. Que la parole arrive est une victoire de l'écrit. Que je sois devant vous aujourd'hui est une victoire littéraire. Alors, beaucoup de choses m'opposent au féminisme de mon temps. Beaucoup. Ça n'est pas si grave, parfois, c'est violent, souvent. Je revendique une filiation avec Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, elle refuse l'essentialisation. Simone de Beauvoir refuse l'assignation de la femme en résidence victimaire. Quand elle sort Le deuxième sexe, elle se prend des seaux de boue. On lui reproche l'honnêteté de son deuxième sexe. On lui reproche de s'être posé la question de la part de responsabilité de la femme dans son propre sort. Alors évidemment, elle n'absout absolument pas l'homme de son rôle dans l'oppression du féminin des années durant. Mais elle se questionne à savoir quelle est la part de permissivité dont la femme a pu faire preuve à des moments de son histoire et dont elle ferait éventuellement encore preuve pour autoriser cette soumission.
Simone de Beauvoir écrit qu'il n'y a pas de liberté possible sans liberté financière. Et on va beaucoup le lui reprocher, parce que, même si on ne le dit pas beaucoup, il y a, surtout à son époque, des femmes qui se complaisent, ou en tout cas qui n'essaient pas trop de sortir de leur situation de femme entretenue, au risque de s'aliéner. Et cette remise en question, cette nécessité de se poser la question de notre propre responsabilité dans le sort qui est le nôtre, c'est quelque chose de difficile à admettre. Pourtant, je pense qu'elle a raison. À chaque problème d'égalité auquel je suis confrontée, je me pose toujours la question de savoir quelle est la part de responsabilité de celui qui en subit les frais ou de celle qui en subit les frais. Ce n'est pas du tout pour l'accabler, c'est pour essayer de faire avancer les choses vraiment. Alors évidemment, c'est moins bankable, surtout sur Internet, que les propos radicaux qui tendent à diaboliser l'homme comme étant la source de tous les maux des femmes, sans essayer vraiment de lutter contre. Les propos radicaux marchent très bien sur les réseaux sociaux et donc aujourd'hui très bien dans les médias. C'est moins bankable, mais je pense que c'est peut-être plus utile. Mon féminisme se revendique de l'universalisme. Je vois le féminisme comme un humanisme comme les autres, finalement. Alors l'universalisme, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle beaucoup comme ça, c'est souvent jeté dans le débat, et on le définit rarement. L'universalisme, c'est cette idée que nous sommes tous ici, des pensées, des paroles, des possibles, des actes et des actions. Au-delà d'être des femmes, des hommes, des noirs, des blancs, qui homosexuels, qui hétérosexuels, qui gros, grands, maigres, roux, qu'importe. L'universalisme, c'est ça, tous les mêmes possibles. Et c'est avec cette idée chevillée à l'esprit qu'on a pu obtenir l'égalité des droits. Aujourd'hui, depuis 2006 pour être exact, notre droit est absolument égalitaire. Et ça n'est pas qu'un détail. Jusque 2006, il y avait encore l'âge légal du mariage, qui était fixé à 15 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons. Depuis 2006, c'est 18 ans pour tout le monde. Encore une fois, ça n'est pas qu'un détail, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partout où la femme est traitée en être différent que l'homme, on est hors la loi. Ça veut dire que partout où, évidemment, il y a viol, tentative de viol, agression, harcèlement, mais aussi partout où il y a plafond de verre, partout où il y a discrimination, on est hors la loi. Encore une fois, ça n'est pas qu'un détail. Mon féminisme, celui que je défends, mon combat pour l'égalité, ça n'est pas de vouloir changer l'orthographe, ça n'est pas de vouloir rendre l'écriture plus inclusive, ça n'est pas de chercher des boucs émissaires en les accablant et en décidant qu'ils sont responsables de tous les maux des femmes, parce qu'on a une flemme monstrueuse de lutter contre ces maux-là. C'est beaucoup plus compliqué. Ça n'est pas non plus de vouloir réécrire l'histoire ou réécrire les contes pour enfants. Ça n'est pas de vouloir censurer, comme je l'observe souvent. Non, mon féminisme, c'est de vouloir faire appliquer la loi. Encore une fois, que notre droit soit parfaitement égalitaire, et ça n'est pas le cas partout, il ne faut pas l'oublier, ça n'est pas qu'un détail. Faire appliquer la loi, c'est demander plus de moyens pour la justice, c'est demander plus de moyens pour la police. Parce que à quoi servent des lois si on n'a pas les moyens de la faire appliquer? C'est un vrai problème. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la formation, l'éducation. Aller voir les enfants dans les collèges, dans les lycées, dans les facs, et essayer de leur donner les clés de l'égalité, essayer de leur donner les clés du vivre ensemble. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, au-delà du féminisme, au-delà de la défense antiracisme, c'est qu'on doit tous vivre ensemble. Et ces clés-là, elles passent aussi par la laïcité. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, parce qu'il y a de nombreux problèmes dans des écoles comme la vôtre, que le jour où les lieux d'éducation arrêtent de vouloir défendre la laïcité, on a perdu. Et c'est l'égalité qui perd, en réalité. Alors, ce féminisme-là, il refuse l'assignation à résidence victimaire, je vous l'ai dit, et il s'oppose à la volonté de certaines féministes radicales de vouloir demander des droits spécifiques. Puisque demander des droits spécifiques pour les femmes, c'est très exactement le contraire de l'universalisme. C'est très exactement le contraire de ce pourquoi tous ceux qui nous ont précédés se sont battus. Quand j'entends des féministes dénoncer la présomption d'innocence en disant qu'elle est le gilet de sauvetage des coupables de viol, parfois, j'ai envie de leur répondre oui, ça arrive.
je ne vais pas mentir, ça arrive. Mais ça n'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est de prévenir l'erreur judiciaire. Et cette vocation-là, elle nous assure de vivre tous dans un système égalitaire. L'état de droit a mauvaise presse, surtout ces temps-ci où on a plutôt tendance à vivre dans un air un peu victimaire, où on cherche des victimes à tous les moments de la vie. Néanmoins, il est notre meilleure assurance de vivre libre. Allez voir dans des pays comme la Biélorussie où il n'y a pas d'état de droit, vous verrez que les victimes, elles ne sont pas mieux traitées. Moi-même, en 2011, quand j'ai porté plainte contre DSK, avec 8 ans et demi de retard, je dis volontairement de retard parce qu'il faut porter plainte vite si on veut obtenir gain de cause, pour avoir un maximum de preuves. Je n'ai pas obtenu gain de cause. La victime que j'étais l'a beaucoup pleuré. La citoyenne que je suis s'en est réjouie. Je me réjouis de vivre dans un pays où on ne met pas en prison des gens lorsque le doute subsiste. C'est important quand même. En France, on ne vit pas avec un sexisme systémique à sa tête. On n'est pas dans un pays qui est dirigé par un sexisme systémique. En revanche, il y a un sexisme systémique qui demeure sur nos terres et à plein d'endroits du monde, c'est le sexisme systémique religieux. Parmi les 3 religions, il y a des courants intégristes, fondamentalistes, traditionalistes, qui veulent faire appliquer à la lettre des règles qui ont à minima 14 siècles d'existence. Ces règles-là, ces règles qui s'appuient sur la religion, sont des règles qui ont été conçues, qui ont été prévues à une époque où la société était éminemment patriarcale. Pour l'époque, d'ailleurs, ces règles ne sont pas si absurdes que ça. Pour aujourd'hui, elles sont parfaitement indignes. Et il faut vouloir lutter contre ce fondamentalisme-là, absolument. Lutter contre ce fondamentalisme, ça veut dire accepter d'aller défendre la laïcité partout et tout le temps. Alors attention, je veux préciser ici que je ne fais pas le procès de la croyance. Chacun est libre de croire dans le Dieu qu'il veut. Il ne s'agit pas de juger cette chose-là, c'est parfaitement intime. Le procès que je fais, c'est comme je le décris dans mon dernier livre, Le Péril Dieu, c'est le procès des marionnettistes de droit divin. C'est le procès de ceux qui se sont chargés de faire advenir les textes jusqu'à nous, en gardant ce qui leur arrangeait selon leurs intérêts circonstanciés et selon les intérêts du moment. Ce procès-là, je pense qu'il est important de le faire. Encore une fois, Elisabeth Badinter a dit, a écrit et a répété « Il n'y a pas de féminisme possible sans une bonne part de laïcité ». Il suffit de voir, encore aujourd'hui, en France, comment la religion a servi la femme, à l'étranger encore plus, pour comprendre qu'elle avait raison. Il faut absolument relire Marjane Satrapi, il faut absolument relire Elisabeth Badinter, il faut, pour ceux qui ne l'ont pas vu, voir ou revoir La journée de la jupe. Et puis, il y a le dernier livre que j'ai écrit sur le féminisme, qui s'appelait La paix des sexes, c'était avant Le Péril Dieu, dans lequel j'expliquais cette chose qui me tient à cœur. On ne peut pas être libre seul. On ne peut pas être libre quand d'autres qui devraient être libres autant que nous ne le sont pas. On ne peut pas être libre ici, en France, maintenant, quand partout sur le territoire, des hommes et des femmes se servent de la religion pour opprimer le féminin. On ne peut pas être libre ici et maintenant quand des femmes se voient forcées de porter le voile. On ne peut pas être libre ici et maintenant quand des femmes se voient obligées d'être mariées à un âge qu'elles n'ont pas demandé, avec des hommes qu'elles n'ont pas demandé. On ne peut pas être libre ici et maintenant quand en Iran, des hommes et des femmes crèvent de vouloir la même liberté que nous. On ne peut pas être libre ici et maintenant quand en Afghanistan, des femmes sont emmurées vivantes. Alors, pour conclure, je voudrais vous dire 2 choses. La première est une conviction intime. La France ne sera jamais la première puissance économique mondiale. On n'a pas les moyens de faire jeu égal, ni avec les États-Unis, ni avec la Chine, ni avec plein d'autres pays. En revanche, la France est ce pays qui a su, en 4 jours, faire venir sur son sol 44 chefs d'État étrangers pour défiler après les attentats de Charlie Hebdo. Aucun autre pays
n'est capable de faire ça. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, la France, c'est l'égalité, la liberté d'expression, la laïcité. Ça ne veut pas rien dire et ça nous oblige. On est très en dessous de notre rôle en Iran, avec laquelle on a un pays avec lequel on a une histoire commune. Il y a autre chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il faudra à l'avenir, en gros d'ici 2027 peut-être, faire très attention à ne pas, en s'opposant à une radicalité, sombrer dans la radicalité inverse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des partis, d'extrême droite notamment, qui, sous couvert de défendre la laïcité, expliquent par exemple qu'il faudrait interdire le voile dans l'espace public. Nous ne sommes pas en dictature, même si intimement et profondément mes idéaux égalitaires refusent le symbole qu'est le voile. Je ne veux pas qu'on interdise le voile dans l'espace public. La première de notre devise, c'est liberté. Il n'y a qu'un seul pays qui a fait ça. Aucun autre pays n'interdit le voile. Il n'y a qu'un seul pays qui l'a fait une fois dans son histoire, c'est l'Iran. C'est le premier Shah d'Iran. Voilà le résultat. Alors pour conclure, je voudrais juste, pour conclure après la conclusion, je voudrais juste vous dire un petit mot qui va peut-être illuminer un peu tout ce pessimisme que j'ai sans doute véhiculé. J'étais la semaine dernière, pas plus tard que lundi, en Afrique avec ma fille qui a 7 ans. Elle s'appelle Tania. On était au Cameroun. Et elle a adoré ce pays, elle a découvert plein de choses. Et au moment de partir, elle m'a dit « Maman, il y a quand même quelque chose qui me fait de la peine. C'est que partout, t'as vu, il y a des enfants, même des plus petits que moi, maman. Ils vendent des cacahuètes, ils vendent des bouteilles d'eau et ils demandent des francs CFA. Maman, c'est pas normal. Ils ont mon âge, ils sont même parfois plus petits que moi. Maman, ils ne devraient pas avoir le besoin de demander de l'argent. » J'ai été très fière au fond de moi, parce que c'était avec ces mots de 7 ans ce que je voudrais qu'on se dise tous, à tous les moments de nos vies. On ne peut pas être libre seul, on ne peut pas être libre ici et maintenant, si quelqu'un d'autre qui devrait être libre comme nous ne l'est pas aussi. Merci de m'avoir écouté.